Bonjour, vous allez bien? Alors, ma conférence s'appelle Agile Beyond the Buzzword. J'écris en anglais, je parle assez bien français, comme vous le constatez, mais à l'écrit, c'est moyen, donc je préfère écrire en anglais. Alors, j'ai grandi à Paris, j'ai déménagé en Californie à l'âge de 13 ans, et mon père m'a acheté un ordinateur. C'était probablement le meilleur investissement qu'il ait jamais fait, puisque j'ai tout de suite commencé à apprendre à coder. Et j'étais parti de la maison à 17 ans, parce que je travaillais professionnellement dans la Silicon Valley en tant que développeur. Donc j'ai 14 ans d'expérience professionnelle, j'ai fait 9 ans dans la Silicon Valley. Aujourd'hui j'ai lancé une boîte qui s'appelle GameBunny, et ce qu'on fait c'est qu'on aide les startups en général à essayer de mieux développer du soft, donc à travers des pratiques de l'agile. Les langages que j'utilise le plus souvent aujourd'hui, ça va être le Ruby, le Python, le Java, Script, le Java, et de temps en temps, si j'ai pas de chance, le PHP. Et mon langage préféré, c'est le Ruby. Alors, mon but aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous inspirer. L'agile, c'est quelque chose auquel je crois réellement. Et j'entends beaucoup de jeunes parler de l'agile de manière un peu négative. Et du coup, je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, l'agile, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, pour ce qui est du plan, on va commencer par une petite introduction. Après, je vais vous parler un peu de l'historique de l'agile. Ensuite, on va rentrer un peu dans du concret. On va parler des practices de l'agile, donc du test automatique. Enfin, on verra ça plus tard. Et ensuite, on va faire une petite conclusion. On va vous parler de où vous pouvez mener vos recherches ensuite. Et il y aura un peu de temps pour des questions et des réponses. Alors, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, le vocabulaire de l'agile, c'est pratiquement le seul vocabulaire dans l'informatique qui existe. Donc vous allez y être confronté de toute façon dans votre carrière. Vous verrez sûrement des dessins comme ça. Vous allez entendre des mots comme product backlog, comme sprint. Vous allez entendre le mot scrum. Euh, Peut-être si vous n'avez pas de chance, vous allez voir des dessins comme ça qui essayent de schématiser ce que c'est que le scrum. Et le Scrum, d'ailleurs, c'est un Agile Management Framework, a priori. Donc, des fois, je parle en anglais. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi et on reviendra. Et voilà, bon, des fois, si vous n'avez vraiment pas eu de chance, vous avez eu des dessins comme ça qui essayent de démontrer du Scrum embriqué dans du Scrum. Bon, pour moi, ça m'aide pas vraiment à comprendre ce que ça veut dire. Au contraire, ça me confond. Et moi, je travaille dans des contextes agiles tous les jours, et pourtant, ces dessins-là, ils me disent rien. Donc je pense que pour vous, ça doit être à peu près la même chose. Mais n'ayez pas peur. Il y a tout un vocabulaire, et ce vocabulaire, vous l'allez l'apprendre de toute façon, parce que vous allez être confronté à ce vocabulaire dans vos carrières professionnelles. Mais c'est important de ne pas tomber trop amoureux de la méthode. Mais il faut toujours avoir en tête que la méthode, elle est là juste pour nous aider à développer du soft de meilleure qualité plus rapidement. Et ce qui est intéressant dans les practices de l'agile, c'est pas bêtement de suivre ce que le patron dit ou de suivre ce que les gens comme moi vous disent, c'est de réellement comprendre pourquoi on fait ces choses-là, pour qu'ensuite vous pouvez développer vos propres méthodologies autour des problèmes que vous avez vous personnellement dans vos carrières d'ingénieur. Alors, pour essayer d'illustrer un peu ce que c'est que l'agile, on va partir de loin, on va partir du lean et d'un mouvement qui commence dans les années 1930, quand Toyota réinvente complètement la manière de fabriquer des voitures. Euh, il se trouve qu'ils arrivent à construire des meilleures voitures plus rapidement, pour moins d'argent, et en plus, elles bug moins. Donc, en général, dans l'ingénierie, quand on améliore un truc, il y a un concept de trade-off où tu améliores un truc, et ben, il y a un autre truc qui devient moins bon. Et ben là, non. Là, sur tous les points qui sont importants dans la création de valeur, ils ont réussi à tout lever tous les trucs. Bien entendu, comme ils ont énormément de succès, et en fait Toyota, qui commence en étant une très petite boîte, arrive à battre tous les grands comme Renault, comme Ford, comme GM et comme Citroën. Tout le monde commence à se poser des questions, mais comment ça se fait qu'ils y arrivent? Et bien entendu, ils essayent tous de copier leur méthode. Et ils n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats. On ne comprend pas exactement pourquoi, mais ils arrivent pas à le faire. Alors, pour essayer de comprendre justement pourquoi ils n'y arrivent pas, il y a un exemple qu'on utilise ou qu'on voit souvent dans le Lean. Alors, pour cet exercice, je l'ai un peu simplifié. Donc, quelqu'un qui connaît bien le Lean me dira peut-être que je me trompe un peu dans l'exemple, mais il suffit pour illustrer ce que je veux illustrer.
Donc, il s'avère que chez Toyota, dans leurs usines, ils avaient des boutons rouges un peu partout qui permettaient à n'importe quel opérateur ou n'importe quel ouvrier d'arrêter la ligne de production s'il constatait un problème de qualité. Alors, il faut qu'on comprenne d'où vient ce bouton rouge. Et ce bouton rouge, il vient d'une culture de zero defects accepted. Donc, moi, mon job, je suis un ouvrier dans une usine Toyota, et mon job, c'est de imbriquer pièce A dans la pièce B. Et du coup, assez naturellement, ce qui se passe, c'est si on me donne pièce A et pièce B et qu'elles sont de mauvaise qualité et que pièce A ne rentre pas dans B, moi, ce que je vais faire assez naturellement, c'est que je vais essayer de bidouiller les pièces pour qu'elles rentrent l'une dans l'autre. Et du coup, je vais prendre du temps. Et du coup, les fois où les pièces A et B sont parfaites, ça va me prendre une seconde pour les mettre en place et je vais continuer. Et les fois où les pièces sont beaucoup, beaucoup moins parfaites, eh ben, je vais passer un quart d'heure à essayer de les faire rentrer les unes dans les autres. Et du coup, sur rien que cette petite chose, et bien entendu, quand on crée une voiture, et ben, il y a 1000 fois une étape comme ça, on constate déjà une variance énorme entre la fois où ça rentre, et du coup ça me prend une seconde, et la fois où ça rentre pas, il faut que je bidouille, et ça me prend un quart d'heure. Donc imaginez comment est-ce qu'on peut essayer de savoir combien de temps une voiture va nous prendre à produire, si des fois ça nous prend une minute, et des fois ça nous prend un quart d'heure. Sur une pièce, ça peut prendre une minute, ça peut prendre un quart d'heure. Donc sur 1000 pièces, bah forcément, on a une variance énorme. Et du coup, on ne sait pas quand la voiture va être finie. Donc Toyota, ils se sont rendus compte de ça. Et alors, ils avaient des événements toutes les semaines, ou je ne sais pas tous les combien de temps d'ailleurs, mais régulièrement, où les ouvriers et tous les membres des équipes, y compris les supérieurs hiérarchiques, donc tout le monde est ensemble sur le factory floor, et ils essayent de résoudre ces problèmes. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit, OK, mais en fait, quand quelqu'un il fait du rework, il essaye de mettre la pièce A dans la pièce B, eh bien, il y a un problème de qualité, mais c'est un problème de qualité qui est invisible au process entier. Donc, au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des bins, comment on dit bin, des poubelles rouges dans lesquelles, si il y a un problème de qualité, eh ben, on va mettre les pièces dans les poubelles rouges. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose, des problèmes de qualité qui avaient intrinsiquement dans le process, mais qui étaient invisibles aux gens qui regardaient, et bien maintenant, ces problèmes de qualité, eh ben on les voit. Ils sont mis en valeur, puisque maintenant, il suffit d'aller regarder dans les poubelles rouges, et on voit forcément toutes les pièces où ça n'a pas fonctionné. Et du coup, forcément, quand tu commences à travailler comme ça, et que tu fais de l'innovation continue, au fur et à mesure, les poubelles rouges ont de moins en moins de choses dedans. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans les poubelles rouges, puisque on a réparé tous les problèmes en bas, les problèmes de qualité en bas, et du coup, on a réduit la variance énormément. Et donc Toyota, ça faisait des années qu'ils travaillaient comme ça, et au bout d'un moment, ils n'ont plus ces problèmes, et du coup, mais de temps en temps, il y a quand même des exceptions, et ces exceptions sont extrêmement importantes, et il faut qu'on regarde les problèmes de qualité pour savoir d'où ils viennent, pour qu'on puisse ensuite les résoudre. Et d'où vient ce bouton? Et c'est de là où vient ce bouton rouge. Probablement qu'il y a eu un meeting où il y avait du monde et il y avait des ouvriers. Et un ouvrier a dû dire un truc du genre: ah oui, mais à chaque fois que nous on a un problème, on doit courir partout dans l'usine pour essayer de vous trouver. Et du coup, on perd énormément de temps à essayer de vous trouver. Si vous nous mettiez juste un bouton rouge ici, on pourrait appuyer dessus et on perdrait beaucoup moins de temps. D'où le bouton rouge. Et du coup, Ford et tous les autres, ils arrivent dans l'usine et ils constatent ce bouton rouge et ils disent: ok, bon bah apparemment il faut mettre des boutons rouges partout. Ok. Donc ils mettent des boutons rouges partout. À votre avis, est-ce qu'ils ont vu les résultats qu'ils ont vus chez Toyota quand ils ont juste essayé de copier la méthode? Eh bah, bien sûr que non, ça marche pas du tout. Ça sert à rien. Ça n'apporte pas la valeur parce qu'il manque le mindset. Alors, pourquoi est-ce que Toyota y arrive? Parce que Toyota, dans la culture même de l'entreprise, dans la culture de chaque individu dans l'entreprise, il y a cette notion de l'amélioration continue. L'ouvrier lambda chez Renault, il va pas appuyer sur le bouton rouge parce qu'il a peur de se faire engueuler. Il a peur que son patron dise: ah mais tu te rends compte, si tout le monde appuie sur ce bouton rouge, on n'avancera pas. Chez Toyota, quand on appuie sur le bouton rouge, il est remercié. Merci pour nous avoir trouvé ce problème qui en fait nous coûte extrêmement cher. Voilà, donc il y a un respect mutuel
entre les mecs en haut et les mecs en bas. Chacun a des rôles différents, mais lui, il n'a pas fait Polytechnique et lui, il est pas, enfin, c'est pas un moins que rien. Il y a vraiment un respect mutuel. Et bien entendu, comme les équipes sont impliquées dans les décisions, c'est un ouvrier qui a dû dire ah, il me faut un bouton rouge. Bien entendu, ils s'en servent. Ils sont là, tout le monde a un but commun, et du coup, ça marche plutôt pas mal. Alors, le lean, c'est pour les voitures, on est d'accord, mais c'est de l'ingénierie. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que euh, l'ingénierie s'applique forcément au soft. Et il y a toutes ces idées d'innovation continue, d'amélioration continue qui flottent dans le monde. Et dans les années 90, on commence à vraiment les appliquer, on l'appliquait au soft, et on commence à faire des expérimentations. Et il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'innovation continue dans le soft. Et il y a deux livres extrêmement importants dont je vais vous parler très brièvement, que je vous conseille tous de lire, mais c'est vraiment des livres importants. C'est des livres qui ont changé ma vie personnellement et qui ont changé la vie de la plupart des gens qui les ont lus. Donc peut-être il faut les lire un jour. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans 3 ans, dans 4 ans, je sais pas. Moi je l'avais vu 4 ans avant de l'avoir lu et j'aurais préféré l'avoir lu plus tôt. Bon, le Pragmatic Programmer, donc ça reste du common sense, mais lisez-le, c'est tout. Et Extreme Programming, c'est en quelque sorte le résultat d'un bêta-test de l'agile. Chez Chrysler, Kent Beck, on lui a dit ok, on a un projet, ça marche pas du tout. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et lui, il est allé voir, il a fait une journée d'audit et il a dit oulala, cette équipe-là, c'est fini, il faut lâcher ce projet-là. Mais regarde, moi je vais venir chez vous pendant quelques temps. Je vais prendre des très bons ingénieurs, on va bosser ensemble et vous inquiétez pas, on va sortir votre truc. Et du coup, comme il avait déjà une super réputation, il avait un peu le pouvoir parfait pour faire exactement ce dont il avait besoin pour faire marcher le truc. Et du coup, il a fait en quelque sorte un bêta-test de l'agile. Et il y a plein de gens qui sont en train de faire des tests de ces idées de l'amélioration continue. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça marche. Ça marche très bien. On livre du soft beaucoup plus rapidement, de meilleure qualité, avec moins de bugs. Voilà. Et en plus, les gens du biz, ils sont contents parce qu'au lieu de leur dire reviens me voir dans 6 mois et je te donnerai ton feature, on leur dit eh ben nous, on va être en mesure de releaser toutes les 2 semaines. Donc tout le monde est content. Ça marche très bien. Ces mêmes gens qui ont fait ces expérimentations, ils se regroupent et ils écrivent le Agile Manifesto. C'est très court. Le Agile Manifesto, il dit quasiment rien. Et si on n'a pas le contexte avant de tous ces projets avant qui ont servi à créer ces trucs-là, c'est facile à détourner. C'est facile à dire ah oui, mais on fait de l'agile, regardez, on suit ce principe-là. C'est facile à détourner. Et la chose qui est intéressante quand même sur ce site, c'est la page Principles, où il y a un petit texte intéressant. Donc l'agile, ça marche très bien. Tout le monde adore. Et bien entendu, pareil que dans le ligne, tout le monde veut faire de l'agile. Maintenant, aujourd'hui, le vocabulaire dans les startups, c'est du vocabulaire de l'agile. Et comme tout truc qui a beaucoup de succès au début, ce qui se passe, c'est qu'on on a de plus en plus besoin de gens qui connaissent bien ce framework pour pouvoir répondre à la demande. Et comme les gens n'ont pas vraiment eu le temps de se former vraiment dans ce framework, le PM, le project manager, le product owner, le scrum master, le coach moyen, son niveau d'expertise diminue. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais en cours au CNAM récemment et on a eu un gros débat sur est-ce que l'agile marche. Et il y avait 80% de la salle, tous des développeurs, qui m'expliquaient qu'en fait, l'agile, ça marche pas. Et pour moi, ça me rend assez triste. Et c'est parce qu'on a beaucoup de gens qui font de l'agile sans réellement comprendre les idées d'amélioration continue derrière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça crée une sorte de faux agile qui est là juste pour opprimer les développeurs.
D'ailleurs, les papas de l'agile, ils en parlent de ce phénomène. Et c'est un phénomène connu. Ça, c'est une quote de Ron Jeffries, qui est un des mecs qui était là sur le projet Chrysler avec Kent Beck. Et en gros, il dit si on se sert du Scrum pour opprimer les gens qui bossent, et ben c'est pas vraiment de l'agile. Et en plus, c'est les développeurs qui souffrent le plus. Donc, comme le Lean, l'agile, on ne peut pas le reproduire juste en copiant un plan. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut développer chaque individu dans leur propre mindset pour que quand on arrive dans un nouveau contexte, et dans l'informatique, il y aura toujours des nouveaux contextes, que ce soit Team A ou Team B, leur contexte, il est à peu près pareil, mais il y a quand même des différences. Il faut que chacun d'entre nous soit capable d'identifier les dysfonctionnements pour pouvoir les résoudre. Et ça se fait en formant chaque individu aux pratiques qui vont suivre. Alors, je vais vous poser une question. La réponse est sur le tableau. Bon. Pourquoi est-ce qu'on écrit des tests? Si on est agiliste, bon, je commence par un constat. Si on est agiliste, on écrit des tests automatisés. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour gagner du temps, par refaire ce qu'on a fait? Oui. Mais pourquoi on gagne du temps? Ok, bon, j'y vais, à mon tour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un monde de développement traditionnel? Eh ben, je fais mon premier set de features. Je fais feature 1, feature 2, feature 3. Je le pousse sur mon serveur de pré-production. Je demande à mon équipe de quality assurance d'aller appuyer sur des boutons pour vérifier que feature 1, feature 2, feature 3 marchent correctement. Ok, cool, je passe en prod. Ensuite, on me demande un nouveau set de features. On me demande feature 4, 5 et 6. Et du coup, je les développe. Et voilà, je suis prêt, je les passe en pré-prod. Je demande à ma équipe de quality assurance de regarder ce que j'ai fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu que j'ai modifié mon code, il y a toujours un risque qu'en développant feature 3, feature 4 et feature 5, j'ai cassé feature 1, feature 2 et feature 3. Et du coup, à chaque fois que je repasse en pré-prod, j'ai l'obligation de retester, pour m'assurer de la qualité, j'ai l'obligation de retester toutes les fonctionnalités qui n'ont jamais été développées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feature 1, le coût de feature 1, il augmente au cours du temps. Et bon, l'augmentation, elle est assez linéaire et elle n'est pas très conséquente sur un feature. Mais quand on parle de 100 features ou de 1000 features, la courbe, elle devient très, très, très rapidement exponentielle. Du coup, c'est un gâchis phénoménal de temps. Voilà. Au contraire, si on commence à écrire des tests automatisés, qu'est-ce qui se passe? Bon, effectivement, les développeurs ne savent pas tous comment écrire des tests automatisés. Donc, pour avoir un premier résultat, oui, la première semaine, peut-être qu'ils vont écrire un peu moins de features que s'ils n'avaient pas écrit des tests autour. Mais du coup, cet apprentissage qu'ils ont fait pour écrire le premier feature, il va leur être utile pendant tout le reste de la vie du projet. Du coup, on a par feature, on a un coût qui reste extrêmement bas et extrêmement fixe. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, alors, on va encore plus loin. On sait qu'on est obligé d'écrire des tests. On vient de le définir. En Agile, souvent, on essaye de faire du test-driven development. Et pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi on fait ça déjà? Ok, déjà, donc l'idée, c'est que tu laisses ton design driver comment tu builds ton soft. Un avantage énorme, donc il y a 3 phases software development. Hein. Il y a le planning. On est tous devant un tableau et on essaye de dessiner ce qu'on va construire. Après, on s'assoit, on va le coder. Et ensuite, on va le tester. Un problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quand il faut arrêter de planer et commencer à coder. Sauf que quand tu fais du TDD, tu sais. Tu es en équipe, vous travaillez sur le concept. Est-ce que je comprends exactement comment
ce module va être consommé? Et ben si oui, je suis en mesure d'écrire le premier test. Et du coup, l'équipe sait de manière systématique que c'est le moment d'arrêter de planer et de commencer à bosser, quoi. Enfin, de commencer à coder. L'autre avantage, c'est que ça nous oblige à se focaliser sur l'utilisabilité. Quand on écrit un bout de code, c'est pour qu'il soit écrit et utilisé autre part. Donc autant écrire l'implémentation et l'utilisation en parallèle. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper dans comment on implémente le machin. Et on saura que ça sera facile à utiliser puisqu'on a écrit les tests à côté. Et un autre avantage auquel je n'avais pas pensé quand j'ai fait ces slides, c'est la lisibilité. La lisibilité du code est extrêmement importante parce qu'il y a plus de gens qui lisent du code que l'écrivent. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'aller essayer de reverse engineer un bout de code pour essayer de comprendre comment on doit s'en servir que ce ne l'est d'ouvrir deux tabs, un avec le test, l'autre avec le code. Tu flippes d'un à l'autre et tu comprends comment il est utilisé et comment on utilise les... Bon, vous avez compris. Voilà, donc TDD, je vous encourage à regarder. Après, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ce que je ferais, si vous avez aucune expérience en TDD, c'est que je regarderais des vidéos. Alors, la communauté Ruby est très bonne en TDD, donc je regarderais un peu du Ruby. Après, le Python, ils sont pas loin derrière. Mais voilà, plutôt Ruby, quoi. Enfin, bon, après ça, c'est peut-être personnel. Alors aussi, on automatise les déploiements. Celui-ci, il est plus facile. Peut-être vous allez pouvoir m'aider. Pourquoi est-ce qu'on automatise les déploiements? Toujours. Gain de temps. Pourquoi est-ce que ça nous fait gagner du temps? Ouais. Ouais. Lancer un script, ça prend moins de temps que rebalancer les commandes à chaque fois. Exactement. Vous voyez, c'est que du bon sens, en fait. C'est que du bon sens. En tout cas, pour des ingénieurs, pour des gens qui réfléchissent comme des ingénieurs, c'est que du bon sens. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué... Ah oui, ça aussi, c'est important. La connaissance, on est des développeurs. On est tous des développeurs. La connaissance, elle devrait exister dans le code. C'est aussi pour ça qu'on écrit des tests. Imaginez-vous, vous avez 15 étapes. Vous avez 15 étapes à faire pour faire un déploiement. Et la personne qui fait ces déploiements, eh ben, elle a la jambe cassée ou je sais pas, elle n'est pas là pendant 3 semaines. Enfin, les autres développeurs, ils vont être un peu... ils vont pas savoir quoi faire, quoi. Ils seront pas contents. Hop. Bien entendu, c'est réduction risque. C'est plus rapide, je sais plus qui l'avait dit, c'est plus rapide de faire un script, mais c'est aussi... on a moins de chances de louper. S'il y a 15 étapes, on va en louper une forcément à chaque fois. Donc autant le scripter, comme ça au moins on est sûr. Ouais, alors ça c'est un point extrêmement intéressant. L'idée de pouvoir rendre le projet indépendant, oui, absolument. Oui. On parle, en ligne, on parle d'un truc qui s'appelle le changeover times. Et ça, c'est l'idée de passer un projet à un autre. Si ça prend du temps, eh ben on a perdu. On aime avoir des équipes cross-fonctionnelles en Agile. On aime avoir des équipes qui peuvent toucher à tout. Et si ça prend 50 minutes, 60 minutes pour passer d'un projet à un autre, eh ben les gens ils vont rester dans leur propre projet. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si un jour... Ah non, mais c'est le front. Ah ouais, là, on a besoin de 10 personnes sur le front. Ah bah désolé, on a 8 mecs qui font du back et 3 mecs qui font du front, on peut pas. Donc, c'est exactement ça. Alors celui-ci, c'est le plus dur à faire passer en entreprise. En tout cas en France. J'ai le plus de mal à le faire passer. Vous savez ce que c'est que le pair programming? Vous avez entendu le concept? Ouais, l'idée, c'est que il n'y a qu'un ordinateur et on bosse ensemble sur un ordinateur. Alors pourquoi on fait ça? Vous avez des idées? Bah ouais, les erreurs de frappe, ouais. Non mais oui, absolument. Mais on peut aller même plus loin là-dessus. Oui. J'ai essayé de vous faire comprendre dans le Lean à quel point la collaboration était importante. Les décisions que Toyota a prises quand ils ont fait leur transformation Lean, c'est pas un mec en haut qui a décidé. C'est les ouvriers qui ont décidé. C'est les mecs en haut, on leur a dit voici les problèmes qu'on a, et c'est les ouvriers qui ensemble ont décidé. On devrait être en train de collaborer tout le temps. Tout le temps, parce que c'est là où la valeur est créée. Dans une équipe mature, 2 cerveaux, c'est toujours meilleur qu'un cerveau. Après, c'est pas toujours le cas. C'est un skill quand même d'apprendre à faire du pair programming,
Parce que souvent, surtout en début de carrière, on a tendance à mon idée est meilleure que celle d'à côté. Et il faut qu'on arrive à trouver un consensus en équipe, et ça, c'est un travail assez. C'est un vrai travail. Enfin, d'ailleurs, d'après ce que je comprends, beaucoup de vos projets sont en groupe, donc vous connaissez un peu le problème. Alors, ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a des gens qui ont dit les fautes de frappe, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va aussi les bugs en général. On est deux sur un projet, il y a un mec qui tape et l'autre il dit ah oui, mais t'as oublié ce cas-là. Dans ce cas-là, ton truc il marche pas. Et c'est vraiment là où on a de la valeur. Et le bug en prod il coûte cher. Il coûte très très cher. Parce que qu'est-ce qui va devoir se passer? Donc, je vais le passer. Bon, il est passé en prod. Il y a un client qui a constaté un bug. Bon, déjà, le client, il va être mécontent. Déjà, il va pas aimer la qualité de ce qu'on fait. Ensuite, il va devoir appeler le support technique. Le support technique va devoir noter le bug. Le développeur va regarder le truc du support technique. Il va dire non, non, mais ça, c'est pas un bug. Il va fermer le truc. Le client va, 3 semaines plus tard, va rappeler et va dire hey, ton truc, il marche toujours pas. Voilà, donc j'ai dit 100 fois, mais c'est tellement, enfin, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Pour l'avoir vécu beaucoup de fois, je vous promets, autant les attraper avant qu'ils passent en prod, quoi. Et si travailler à deux réduit même d'un petit pourcentage le nombre de bugs qui arrivent en prod, ça vaut quand même le coup de travailler à deux. C'est clair? Pourquoi cette humain? Parce que alors, je ne peux pas dire que ça passe mieux à l'étranger. Je ne peux pas le dire. Pourquoi c'est plus facile à faire passer le pair programming en France qu'à l'étranger, et particulièrement dans les Le pays contraire. Pardon, oui, le contraire. Alors, je dirais que c'est plus dans l'ADN, en tout cas de la Silicon Valley. Donc, on a plus l'habitude de l'agile. En fait, moi, je faisais de l'agile, je savais même pas que ça s'appelait de l'agile. C'est en arrivant en France que j'ai découvert que ça s'appelait de l'agile. Voilà. Les gens, ils sont très feature-focused. Ils veulent des features. Et ils se disent, ah ben j'ai deux mecs, et ben ils vont faire 2 fois plus de features, donc je vais les mettre sur 2 choses différentes. Et ça, vous allez le constater en entreprise. Hein. Souvent, si vous faites des meetings où vous êtes en train d'essayer de collaborer, il y a des patrons, enfin, il y a des mauvais patrons qui vont pas être contents, quoi. Ça répond à la question? Et aussi, alors ça c'est extrêmement important, on parlait du mec là qui partait et qui avait cassé sa jambe, et du coup l'équipe elle avait un peu des problèmes. C'est aussi bon pour les transferts d'informations. Si par exemple vous avez des équipes, une équipe front-end et une équipe back-end, bah mettez un front-end avec un back-end. Comme ça le front-end il va apprendre le back-end va apprendre le front-end, et il y aura moins de goulot d'étranglement. Il y aura moins de ah oui, j'ai besoin d'un truc sur le back pour finir mon feature sur le front. Et le mec du back dit ah oui, mais non, mais moi, mes priorités, c'est autre chose. Non, moi, je suis en train de développer, j'ai envie de pouvoir de toucher à tout endroit dans le stack parce que j'ai pas envie d'attendre que machin il finisse de travailler sur X pour pouvoir m'aider. Donc c'est très important. Les connaissances de chaque développeur est extrêmement important et ça nous sauve énormément de temps. Donc ça nous permet aussi de faire ça. Donc j'ai parlé de quelques pratiques de l'agile. Il y en a plein. Il y a plein de pratiques, mais ce dont il faut se souvenir, et où il faut essayer de rester... donc voilà. Working software is a primary measure of progress. Ça vient directement des principles de l'agile. Et en gros, pour chaque chose qu'on fait, on devrait constamment être en train de se poser la question, est-ce que ça m'aide à écrire du soft mieux ou pas? Si dans un contexte spécifique ça nous aide, eh ben on le fait. Sinon, eh ben on le fait plus. Et c'est comme ça qu'on a construit. C'est comme ça que tout ce qui est l'agile a été construit finalement, à travers juste cette simple réflexion là. Bien entendu, il faut avoir une certaine maturité pour s'admettre à soi-même qu'une pratique qu'on a eue pendant plusieurs années était peut-être pas la plus optimale. Donc justement, ça aide de travailler en équipe. Ah, toi, comment tu fais? Toi, comment tu fais? Ok. Enfin, ça aide. Mais voilà, mais c'est l'individu qui est important. Alors, je vais faire un petit topo de
qui est pour moi important dans l'agile. Bon, premièrement, on a besoin du code clair et lisible. On ne peut pas vraiment faire de l'agile si ce n'est pas le cas. On ne peut pas estimer si ce n'est pas le cas. S'il y a du spaghetti, on est incapable de... On nous demande toujours des estimations. Eh bien, dans beaucoup de cas, c'est impossible de donner une estimation. Moi, aujourd'hui, quand j'arrive en entreprise et qui sont en train de couler, enfin, quand j'arrive en tant que pompier dans une entreprise et qu'on me demande des estimations, je leur dis que c'est impossible. Que pour être capable de vous donner des estimations, il me faut un contexte extrêmement précis. Je peux vous aider à mettre en place ce contexte, mais si je n'ai pas ce contexte, je ne vais pas pouvoir vous faire d'estimation. Donc, moi, pour avoir des codebases très clairs, le plus simple quand même, c'est d'utiliser les frameworks les plus haut niveau. Donc, moi, j'aime bien ROR, Ruby on Rails. Si vous n'avez pas testé et que vous voulez faire du web, je vous conseille fortement de regarder. Le compétiteur en Python qui est supposé être très bon aussi, c'est Django. Donc, regardez aussi. Moi, j'aime bien Ember.js, donc dédicace Ember.js, qui est le framework front-end qui se bat contre Angular. Et c'est mieux. Donc, voilà. Bon, j'ai le droit de dire ce que... Enfin, c'est mon opinion ici. On va avoir dans une équipe agile, on va aussi avoir des tests à plusieurs granularités. Donc, on va faire du TDD, mais ça ne veut pas dire qu'on va juste avoir des tests unitaires. Non. On va avoir une pyramide de tests à tout niveau de l'application. On va avoir quelques, mais peu de tests fonctionnels, end-to-end, qui simulent un utilisateur. On va avoir des tests d'intégration qui vérifient l'intégration de plusieurs modules les uns avec les autres. Et on va avoir des tests unitaires. Et dans les équipes qui se portent le mieux, on va avoir beaucoup plus de tests unitaires que de tests d'intégration et que de tests fonctionnels. Une équipe agile, tout ce qui est building et déploiement, c'est automatisé. Alors, si vous faites du web, alors moi je fais du web, donc j'ai pas mal de conseils pour les gens qui font du web, et que vous n'avez jamais testé Heroku, allez regarder. Moi, je fais git push et j'ai déployé en prod. Voilà. Ça, c'est Heroku qui fait ça. Donc, c'est sûr, c'est au-dessus d'AWS, mais ça va plus loin. Il y a encore moins de choses à automatiser. En gros, ça vit sur EC2. Ça vit sur des serveurs AWS, mais c'est une couche supplémentaire que nous, on n'a pas besoin d'écrire. Et avant de scaler, le calcul, il est vite fait. Avant de scaler, vaut mieux payer plus cher pour utiliser ça que d'utiliser EC2 directement. Mais voilà. Toute équipe agile a un serveur d'intégration continue. C'est-à-dire, bon, en général, je suis supposé runner mes tests quand je commit, avant de committer. Mais quand on commence à avoir une grosse base de code, eh bien, des fois, les tests, ça prend longtemps à runner. Tu vois. Des fois, ça prend 20 minutes, 25 minutes à runner. Et du coup, au cas où j'oublie où j'ai été paresseux, que j'ai oublié d'envoyer de runner mes tests avant de committer, eh bien, il faut que quelque chose automatique m'envoie un petit mail pour me dire oh, t'as cassé la build. Du coup, on a tous des serveurs d'intégration continue. Et on a parlé de ce point-là tout à l'heure, je ne sais plus qui en avait parlé. L'idée, c'est que pour pouvoir faire des équipes cross-fonctionnelles, il faut que ça soit facile de commencer il faut que ça soit facile de commencer à travailler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la première chose que je fais quand j'arrive chez un client en audit, c'est que je clone un repo. Si je ne suis pas en train de coder en un quart d'heure, ils ont perdu. Ça veut dire beaucoup. Et après, ils me disent, oui, mais j'ai des mecs front-end, ils veulent pas faire du back-end, et des mecs back-end, ils veulent pas faire du front-end. Bah non, c'est ça. C'est parce que c'est chiant. Voilà. Les devs, en général, ils sont curieux. Donc, on leur donne ça. Ils feront du back-end, ils feront du front-end. Voilà. Et bien entendu, c'est des équipes avec shared responsibility. Il n'y a pas un mec qui dit on fait ça parce que c'est moi qui commande. The code base belongs to the team, pas à l'individu. Et j'ai parlé vite fait de l'idée des équipes cross-fonctionnelles. Avant, on séparait vraiment tous les rôles. Aujourd'hui, bien entendu, chacun d'entre nous va avoir des préférences. Donc si toi, tu préfères faire du CSS et moi, je préfère faire du project management, très bien. Je ferai plus de CSS et toi, tu feras plus de project management. Ça, c'est cool. Mais il faut quand même qu'on ait tous un groupe de core compétences pour que si jamais on est obligé, on puisse intervenir un peu partout dans le stack. The good news pour vous, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile.
quand Kent Beck et ces mecs-là ont écrit le livre Extreme Programming, il n'y avait pas de framework de test. Il n'y avait rien pour tester, ça n'existait pas. À tel point qu'ils ont dû écrire leur propre framework, ces mecs-là. Kent Beck, avec Eric Gama d'ailleurs, ont écrit JUnit, le truc de test de Java qui a été extrêmement populaire pendant les derniers 20 ans. Enfin, maintenant, il y en a d'autres qui commencent à venir, mais en tout cas, c'est pendant 20 ans. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écrire nos propres frameworks de test. N'importe quel langage, ça existe déjà. Et il y a déjà des blogs et des trucs sur comment les utiliser. Donc, c'est extrêmement facile. Bon, ça, c'est un peu une opinion personnelle. Ils ne sont pas tous égaux. Mais c'est déjà bien. Ça commence à donner une approche TDD à chacun. Et c'est intéressant. C'est pareil pour les serveurs d'intégration continue. À l'époque, dans les années 90, ils écrivaient leur propre serveur. Ils voyaient tellement l'importance de ce truc-là qu'ils prenaient le temps d'écrire leur propre serveur. Ensuite, on a eu des solutions open source. On a eu du Jenkins et du Hudson. Et maintenant, on a des trucs comme CircleCI et Travis CI où tu ajoutes juste un fichier dans le root de ta repository, tu pushes sur GitHub et ça fait tout le reste. Donc ça devient vraiment facile de pratiquer l'agile correctement. Alors, what's next? Donc, moi là, la semaine, j'ai créé une page Facebook et de temps en temps, on va faire des événements. On va tous pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, les politiques en entreprise. Et du coup, le premier événement, c'est mardi soir prochain. C'est moi qui paye pour la bière et qui paye pour la bouffe, donc venez si ça vous intéresse. Je vous conseille aussi fortement de regarder le Software Craftsmanship Meetup. Donc c'est un meetup sur meetup.com et vous allez pouvoir travailler vos skills qui vont être extrêmement importants dans le monde de l'entreprise. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je vous conseille très très fortement de lire The Pragmatic Programmer et Extreme Programming Embrace Change. Ça, c'est 2 livres. J'ai dû en choisir 2. Voilà, c'est ceux-là que j'ai choisis. Et d'ailleurs, je le dis à tous mes clients, quand j'arrive en entreprise et que les développeurs n'ont pas lu ces livres-là, je leur amène. Parce que je les juge aussi important que ça. Ensuite, si vous voulez commencer à faire partie de la communauté, voir ce qui se dit, voir ce que les papas de l'agile disent entre eux quand ils se parlent, joignez la XP mailing list. C'est la liste où, en gros, des gens posent des questions aux papas et les papas répondent. Voilà. J'ai jamais posé de questions, mais souvent les échanges sont extrêmement intéressants. Et donc, vous serez peut-être victime du Dark Scrum en entreprise. Du coup, on vous dira « Ah mais non, on n'a pas le temps d'apprendre à tester. » Donc, autant apprendre tout de suite. Quand vous faites des projets, essayez de vous lancer ce genre de challenge. Essayez de commencer à tester ce que vous êtes en train de faire. Moi, quand j'arrive en entreprise, ou quand j'étais toujours en poste, quand j'arrivais en entreprise, on me disait on n'avait pas le temps pour tester. Mais vu que j'avais déjà des connaissances assez fortes dans ces domaines-là, ça ne me prenait pas plus de temps d'écrire des tests autour de tout quand je développais. Du coup, ça coûtait rien à l'entreprise, et moi, j'avais une vie plus facile. Donc, investissez un peu de temps là-dedans, regardez des vidéos, voilà. 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 Y a-t-il des questions? Voilà. Pourquoi Ruby? Ruby, bonne question. Pourquoi Ruby? Ruby a fait plus pour le monde de l'informatique que la communauté Ruby a fait plus pour le monde de l'informatique que n'importe qui d'autre. Le langage a une flexibilité qui a vraiment plu aux premiers agilistes. Ruby on Rails, vous saviez que le premier Active Record, il était écrit en PHP? Vous saviez ça? Et du coup, le mec qui a fait la première version de Ruby on Rails, il a essayé de faire son truc en PHP, et le langage n'avait pas les capacités de métaprogrammation dont il avait besoin pour faire son framework. En gros, si tu as une colonne dans la base de données, il faut Active Record, si tu as une colonne first name, tu peux faire user.firstname. Et tu n'as pas besoin d'écrire tes getters et tes setters
Et en PHP, c'est assez difficile à faire ça. Même en Symfony et dans ces frameworks-là, tu es toujours obligé d'utiliser des générateurs pour créer tes getters et tes setters. Donc c'est un peu moyen. Du coup, il a écrit le truc en Ruby. Et toute la communauté agile, ils ont un peu embrace le Ruby depuis le début. Et du coup, beaucoup des innovations des derniers 10-15 ans qu'on a vues dans le soft, notamment et surtout dans les méthodologies de testing, ils viennent de la communauté Ruby. Donc voilà, ça répond à ta question. D'autres questions? N'ayez pas peur, je mords pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner un exemple simple de test-driven data? Development, je pense qu'il faudrait que je fasse un live coding pour ça. Et j'en ai pas préparé, mais c'est du feedback pertinent. Peut-être la prochaine fois, je prendrai 10 minutes pour faire ça. T'as une chaîne YouTube d'ailleurs avec du live coding ou pas du tout? Je sais pas que encore. Ou un Twitch ou un... Mais enfin, je suis en train d'y réfléchir. Mais je vous encourage à venir à mon événement et on pourra parler de tout ça mardi prochain. Par rapport au nombre d'effectifs dans une équipe, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'efficacité des méthodes agiles? Est-ce que c'est plus adapté pour un certain nombre de programmeurs qu'un autre? C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que la connaissance... Enfin, l'idée de base, c'est que ça a du mal à marcher dans des équipes de plus de 5 à 10 personnes. Ça, c'est le knowledge de base. Et du coup, tout le monde a un peu suivi ce raisonnement-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit les dessins comme le dessin qu'on a vu là, avec de l'agile imbriqué dans de l'agile. C'est parce qu'on se dit, ah, ça marche pas sur des équipes de plus de 10 personnes. Mais, il y a quand même un mais, il y a des gens qui disent qu'ils arrivent à faire de l'agile sur des équipes plus grandes. Notamment, je crois que c'est Modern Methods qui ont reporté récemment, qui faisaient de l'agile avec des équipes de 250 personnes. Donc, voilà. Non, justement. Pas des équipes Scrum de Scrum. Une seule équipe où tout le monde est cross-fonctionnel et tout le monde dépile les tâches. Ça peut pas être du Scrum. Je sais pas trop ce que ça veut dire Scrum, moi. Donc, parce que ça, à cause du Dark Scrum, justement. Ça veut dire, ça peut vouloir dire tout et ça veut pouvoir dire rien. Je peux pas me faire une idée sur les pratiques de l'agile d'une boîte sans vraiment aller coder chez eux, quoi. Ça se voit vraiment les dysfonctionnements des équipes comme ça qui se prétendent être agiles, on les trouve dans le code. Une équipe agile aura du beau code, une équipe non agile n'aura pas de beau code. C'est aussi simple que ça. Quand on commence à avoir une équipe de 10 personnes... Extrêmement intéressant aussi. Ce qui se passe, c'est qu'au début, déjà, la première chose que je fais, c'est que j'instaure les tests points. Ensuite, donc on va commencer avec des tests, commencer avec des tests fonctionnels. Et du coup, effectivement, très rapidement, ce qui va se passer, c'est les tests fonctionnels, c'est extrêmement lourd. Et du coup, oui, il y aura des problèmes de build times. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise. Ensuite, on a ces tests d'intégration et on dit, OK, maintenant, on va faire des tests unitaires et on va faire des tests d'autres granularités. Mais effectivement, et les tests unitaires, tu les fais sans ta base de données et du coup, ça tourne très rapidement. Mais effectivement, c'est un sujet très important. Dans mes équipes les plus avancées, on travaille beaucoup sur l'optimisation des temps de builds. Il y a des mots qu'on dit souvent, 10-minute builds or die. Si ta build prend plus de 10 minutes, tu as perdu. Et c'est exactement pour ces raisons-là. Ensuite, maintenant, on peut commencer à faire... Voilà, enfin, ça suffit, je pense, comme réponse. Y a-t-il d'autres questions? C'est quoi l'avenir? C'est quoi la vision, l'avenir de l'agile? Est-ce que ça a amené à être mieux? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Ou c'est juste continuer à faire preuve de bon sens et essayer de prendre le détachement, le recul sur ce qu'on fait? Et ça suffit. Il y a des nouveaux contextes qui vont apparaître tous les jours. Mais si on est tous assez intelligents et si on travaille tous notre propre mindset individuel, on saura trouver les solutions. Donc je ne sais pas les problèmes qui vont arriver dans l'avenir, mais ces concepts-là, c'est la continuation de 100 ans d'approche d'ingénierie. Ça commence avec Ford et Taylor, Toyota, puis l'agile. Donc c'est juste une continuation. Donc à ce que j'ai compris,
si une personne n'est pas agile dans une équipe, ça fait échouer tout le reste de l'équipe, c'est ça? Ah, c'est intéressant ça aussi. Alors, souvent, quand on fait des transformations, il y a des gens qui sont réticents au changement. Et on fait du mieux pour les garder. On fait du mieux pour leur expliquer, pour les garder. Mais il y a aussi des gens, ça fait 15 ans qu'ils travaillent mal dans leur entreprise et qui se sont créés une sorte de protection contre l'entreprise. Et il y a des gens qu'on n'arrive pas à voir et ceux-là, il faut les virer. Bah, c'est tellement difficile. T'es au travail, t'es en train de donner 150% de ta passion et de ton énergie, et t'as le mec à côté qui glande rien, qui s'en fout, qui fait des choses à l'ancienne. T'es en train d'essayer de changer tout le mindset de toute une équipe et il y a un mec qui t'empêche de faire ça. Ça marche pas. Il faut qu'il parte. Enfin, et peut-être ça sera justement le truc dont il aura besoin pour changer son mindset personnel. Mais à un moment donné, le mindset de l'individu, il lui appartient. Et s'il n'a pas le bon mindset et qu'il ne veut pas changer, on essaye de le faire changer. On essaye de le faire changer en équipe, mais si on n'y arrive pas, il faut qu'il parte. Désolé. Ah, pardon. Rebonjour. Bonjour. Tu as dit que tu arrivais souvent dans des équipes où tu arrivais en tant que pompier. C'est-à-dire quand les choses sont déjà... Trop tard. Est-ce que tu arrives, et comment est-ce que tu arriverais à faire en fait, à faire les choses de manière à ce que ça se passe intelligemment, que tu arrives à mettre en place les bonnes pratiques avant que les choses... Parce qu'il faut que le PDG comprenne qu'il a un problème. Et si le PDG ou si les chefs du business ne comprennent pas qu'ils ont un problème, ils m'appelleront pas. Et en général, il y a deux types de personnes. Il y a les gens où ils ont des turnovers de malades, genre ils ont 600% de turnover dans un an, et qui se posent pas de questions, ils disent ouais non mais lui il est parti pour ça, lui il est parti pour ça, lui il est parti pour ça. Eux probablement ils m'appelleront pas. Et puis il y a les gens qui ont des turnovers comme ça et qui se disent il y a peut-être un problème. Ils voient leurs équipes pas contentes, ils voient et voilà à ce moment-là ils m'appellent. Donc je ne choisis pas quand j'arrive. Après oui, quand on démarre un projet, c'est beaucoup plus facile de commencer le début correctement que ce n'est de transformer le mindset des gens. Effectivement. Mais la réalité est que c'est souvent pas le cas, quoi. Du coup, en rapport avec quand tu es déjà dans une boîte qui commence bien à tourner et que tu as envie du coup de changer de mindset, de vraiment passer sur ce genre de fonctionnement, par où tu conseillerais de commencer vraiment? Tu commences, t'écris des tests automatiques d'intégration. Point. Mais je veux dire au niveau des mindsets des gens, comment les faire changer? Il faut donner du temps à tes équipes. Vous, en gros, on va dire tes PDG, je sais pas, mais on va le dire. Il faut que tu te mettes dans une salle avec tes développeurs, tu parles du problème et que tu leur dises ok, moi j'ai plus le temps de tester toutes les semaines vos trucs, donc comment on va faire? On va prendre une semaine et on va résoudre ce problème-là. Mais bien entendu, ce qui se passe, c'est que souvent sans moi, ils le font pas. Parce que moi, c'est vrai que je leur fais gagner du temps, donc au lieu de prendre une semaine, on le fait en un jour. Mais voilà, la vraie réalité, c'est que le PDG, s'il comprend ça et qu'il donne à son équipe une semaine, il a probablement pas besoin de moi. Pour une entreprise qui a un modèle de développement en V, donc spécification, conception, construction, blablabla, etc., est-ce qu'il y a un cheminement, une roadmap type pour passer de ce mode-là à un mode agile? C'est difficile. C'est difficile parce que là, on sort du contexte seulement d'ingénierie. On rentre dans un contexte de sales. Et les salesmen, ils sont incentivisés par leur commission. Et du coup, ils ont tout intérêt à vendre un paquet à 3 millions pour 6 mois de développement, plutôt que de vendre 2 semaines à... Enfin, je sais pas, quoi. Je suis pas bon en maths. Mais voilà, donc, pour réellement faire de l'agile pour de vrai, il faudrait qu'au lieu de vendre des gros projets à 3 millions, il faudrait vendre des 2 semaines de développement à la fois. Mais par contre, on doit quand même écrire des tests. Donc on est confronté à ça tout le temps en entreprise. À long terme, il faudrait les éduquer, ces gens-là. Ils ont l'impression que de ne pas faire de l'agile, de mettre 3 millions sur la table, ça réduit leur risque. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent mettre 3 millions sur la table et dire « Ok, c'est plus mon problème ». Mais ça ne marche pas. Donc il faut qu'on continue à éduquer les gens du business à ce que c'est que l'agile, à la collaboration avec leurs équipes techniques. On peut faire de notre mieux. On écrit des tests quand même.
on écrit des tests quand même, on essaye de leur donner du déployer continuellement, et on essaye de coacher les gens avec qui on a des relations dans le business pour qu'ils améliorent leur manière de fonctionner, pour que ça soit plus, pour que ça marche mieux avec la méthode de travail. Ils ont fait la même chose dans le Lean. Ils ont travaillé avec leurs suppliers et leurs clients pour créer des relations de collaboration. Et ces relations de collaboration, c'est des petits batchs, quoi. On fait des petits batchs, on fait pas des trucs de 6 mois, on fait des trucs de 2 semaines. Ça répond à la question ? Ça répond en partie. En fait, le fait de transformer l'équipe fait qu'une équipe qui produisait la veille ne pourra pas produire parce qu'elle est en pleine transformation, peut pas produire tout de suite, et donc il y a une espèce d'effet tunnel où on sait qu'on va commencer la transformation, mais on ne sait pas à quel moment on va pouvoir redevenir, optimal en termes de livraison. Si je suis clair. Ouais. Alors, il faut pas. Ce qu'on essaye de faire, d'où la question. Il faut pas. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il faut faire des améliorations en progression. Donc, on va pas se dire, on va prendre 5 jours par semaine et on va transformer. Non, on va se dire, ok, on travaille normalement la plupart de la semaine, mais un jour par semaine, on va essayer de trouver des problématiques qui nous font perdre d'optimalité et on va les résoudre. Donc non, on fait pas de Big Bang. On dit pas, on est en PHP, aujourd'hui on fait du Ruby on Rails. Non, on trouve un petit truc où on va pouvoir, tiens, ce module-là, on va pouvoir l'extraire, on fait une autre appli, blablabla, on va mieux la faire. Du coup, non. Enfin, en Agile, il faut que chaque sprint, on apporte de la valeur à nos clients. Ça, c'est sûr. Tout ce qu'on dit, c'est que non, on ne va pas passer 100% de nos temps à développer des features. On va passer un jour par semaine à faire de l'amélioration continue. C'est clair ? Merci. En termes de management d'équipe et de projet, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de faciliter ça? Est-ce qu'il y en aurait à conseiller? Je pense par exemple à des choses comme Trello. Est-ce que ça peut être intéressant? J'aime pas Trello. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est bon, ok. Trello, c'est pas adapté au soft. Slack, c'est marrant, mais c'est pareil que des mails, en fait, finalement. Qui c'est qui a dit ça? Oui, Pivotal Tracker. C'est celui que j'utilise, et c'est mon favori. J'aime pas Jira. Jira, j'aime pas. Surtout dans les petites équipes, le temps que tu configures ça pour que ça soit correct. Et en gros, et en plus, ça te permet de tout configurer. Pivotal, il te dit c'est comme ça. Et si toi, tu rentres pas dans les clous, en fait, c'est toi qui as fait l'erreur. Et du coup, quand les gens demandent à Pivotal, ils ont une sacrée réputation à Pivotal, quand des gens demandent à Pivotal des trucs pour ce que ça fait à leur process, ils leur disent non, ton process, il est nul. Agile, Jira, ils ont pris l'autre approche. Ils ont fait le truc extrêmement configurable qui peut rentrer dans n'importe quelle grande boîte. Mais du coup, c'est plus de l'agile. Donc, Pivotal Tracker. Du coup, Jira est configurable, mais il n'est pas agile. Je comprends pas le... Jira a fait des concessions pour les grands groupes, pour rentrer dans les process des grands groupes, au lieu de dire à leurs clients, du coup, si vous êtes en train de faire ça, vous avez une complexité qui est pas nécessaire, qui est superflue, et du coup, non, on va pas changer notre outil, vous changez votre process pour qu'il fit dans notre outil. Donc, si on n'y connaît rien à l'agile, on peut se baser sur Pivotal Tracker pour comprendre qu'on devrait faire. Et Jira, il y a un module Jira Agile. Alors, moi, moi, je connaissais Pivotal quand j'ai connu Jira Agile, donc peut-être j'étais un peu biaisé, mais j'ai jamais trop accroché, quoi. C'est juste un module dans un outil de gestion de projet à l'ancienne, Jira Agile. Donc voilà. Après, il y en a qui le configurent très bien, pour qui ça marche très bien. Hein. C'est juste moi, personnellement, je préfère Pivotal. Ça te va? Anybody else? Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'équipes qui ont réussi la transformation et qui sont brillantes dans ce domaine-là de l'agile maintenant? Des sociétés dans lesquelles il serait bon de se faire embaucher ou stagier? En France, je ne sais pas encore. Moi, je travaille avec des entreprises, donc si vous cherchez des stages, là en ce moment,
Vous pouvez venir me voir après pour me le dire. Donc, aux États-Unis, il y en a pas mal. Google, c'est pas mal, il paraît. Pivotal, ils sont très forts. Pivotal Labs, ils s'appellent. Les gens qui font Pivotal Tracker. Après, voilà. Après, les noms des entreprises que je vais vous donner, ça va être des entreprises américaines. Ouais, good luck. Hein, c'est dur à trouver du taf là-bas. En tant que... Ah, peut-être... Enfin, j'en sais rien. J'ai juste... Moi, j'ai un passeport américain, donc j'ai triché. Si on n'a pas de passeport américain, je suis pas sûr que ça soit aussi facile, quoi. Blablacar. Blablacar, ils sont pas mal. Alors, je vais pas me faire des ennemis. Bonjour les gars. Ouais, ils sont pas mal. Ouais. Non, enfin, j'en sais rien. Je les connais pas personnellement. J'ai entendu des plaintes. Voilà. Quelqu'un d'autre? Bon, peut-être ils m'embaucheront pas du coup. Bon. Du coup, est-ce qu'une société comme Google applique la méthode agile? Ils ont du bon sens, les gars. Ils sont pas bêtes. Donc, enfin, oui, tout est testé. Il y a des articles assez intéressants sur comment Chrome fonctionne. Et oui, enfin, ils appellent plus ça de l'agile. Mais oui, bien sûr. Tout est testé, tout est automatisé. Après, eux, ce qu'ils ont fait, c'est de l'agile dans l'agile, mais ils l'ont fait correctement. Donc, ils ont vraiment segmenté plein de petites équipes. Oui, et ça fonctionne très bien. Oui. Et c'est de l'agile. Oui. Hop, il y a un micro là-bas. Ah. Oui, comment ça se passe au niveau de la documentation? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait quand même de la documentation? Est-ce que la documentation est intégrée dans le programme? Est-ce qu'on documente des algorithmes? Enfin, des choses comme ça, quoi. L'agile en tant que tel, il n'aime pas trop la documentation, mais c'est vrai que maintenant, on commence à être dans un monde d'API, donc ça commence à être intéressant d'en faire. Le problème, c'est que il y a un principe dans l'informatique qui s'appelle DRY, Do Not Repeat Yourself. Et si on a les définitions de comment marche un truc dans le code et aussi bien et dans la documentation, souvent ce qui va se passer, c'est que la documentation va pas être à jour. Donc, en général, bon, on a un petit... Enfin, si on regarde des projets sur GitHub aujourd'hui, on va regarder, il y aura un petit README où il y aura quelque chose, il y aura des petits trucs définis sur comment utiliser le truc. Mais vraiment, si on cherche de la documentation dans un contexte agile, dans un monde de l'open source, on va regarder les tests. Puisque à peu près, enfin, tous les projets open source, enfin, tous, je sais pas, mais tous ceux que j'utilise en tout cas, ils ont des tests associés. Donc si on veut comprendre comment un truc marche, on ouvre les tests et on voit comment le truc marche. Ensuite, avec AirSpec et quand on fait des API, je sais pas si vous connaissez Swagger, vous avez entendu parler de Swagger? En gros, c'est un fichier JSON avec une spécification assez rigoureuse et tu définis ta spécification dans ce fichier JSON et ensuite ça te génère automatiquement de la documentation. Donc tu vas pouvoir cliquer sur des fonctions, les tester en live, etc. Avec des outils comme AirSpec, donc les outils de test, on est en mesure de générer, d'à partir des tests AirSpec, la documentation. Donc ça veut dire que si le payload de retour change, on n'est plus obligé de se souvenir que le payload de retour il a changé, puisque quand on va runner nos tests, eh bien le payload de retour dans ta documentation va changer. Et du coup, c'est plus dry. On n'a pas des connaissances qui sont partout. On n'a pas des connaissances dans la documentation et aussi dans le code. Voilà. C'est clair? Tu pouvais juste rappeler le nom des outils d'intégration continue que tu préconises? Alors, celui que j'utilise alors, les outils open source ou les plateformes as a service? Plutôt open source, ouais. Moi, je vais plutôt dire... donc, il y a c'est Jenkins. Alors, je les connais pas tous maintenant parce que, encore une fois, mon cœur de métier, c'est pas le sysadmin. Donc, je préfère... utiliser des platforms as a service. C'est le même raisonnement que pourquoi j'utilise Heroku. Ça me sauve du temps. Moi, je fais git push et c'est fini. J'ai pas besoin de configurer des trucs. Donc, moi, en tout cas, au début d'un projet, je préfère utiliser ces outils-là. Et au début d'un projet, ça te coûte rien. Si tu es tout seul, pourquoi tu vas te prendre une instance EC2 que tu vas devoir payer
alors que Circle CI, il te le fait gratos. Donc il y a Jenkins, et d'ailleurs il y a 2.0 qui est sorti, qui est supposé être pas mal. Donc il y a Jenkins en open source, et après en platform as a service, qui est ce que je recommande, il y a Circle CI, et puis il y a Travis aussi, qui est celui qui a été là le plus longtemps. Mais Circle CI, il y a souvent moins de configuration à faire pour le faire marcher. Ça te va? Anyone else? Ok, bon, bah, je pense qu'on a fini du coup.